Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui avec Didier Helmstetter du Potager du Paresseux. Bonjour Didier. Bonjour. Alors on s'est vu il y a quelques temps déjà pour parler des paillages, des différents types de paillages, et évidemment avec le foin qui est le paillage de prédilection de Didier. Celui que je préfère et donc mon best-seller. Voilà. Et donc aujourd'hui, à propos de best-seller, on va parler de son deuxième bouquin qui s'appelle Réussir son potager du paresseux. Et on va parler d'un des chapitres importants du bouquin, c'est le sol et comment on peut faire pour améliorer son sol. Parce que c'est vrai qu'on a tous des sols différents. Alors parfois on a un très bon sol et c'est formidable, on n'a rien à faire, on plante, ça pousse, c'est formidable, mais enfin c'est assez rare. Et puis après, on a des sols qui sont plus ou moins faciles à gérer et on va voir comment faire pour améliorer son sol. On va voir d'abord définir ce que c'est qu'un sol parfait, hein, même si la perfection n'existe pas. On va voir comment faire pour améliorer un sol trop argileux, trop sablonneux, trop acide, trop basique. Et puis une fois qu'on a un sol à peu près correct, comment faire pour le conserver. On voit ça tout de suite après le générique, c'est parti. Voilà, alors pour commencer, on va voir un petit peu ce que c'est qu'un sol parfait. On va essayer de définir ce que c'est un sol parfait. Alors Didier, pour toi, le sol parfait, c'est quoi? Alors c'est un sol, alors déjà parfait, il faut relativiser, mais c'est un sol où il y a un relatif équilibre entre les trois éléments physiques majeurs d'un sol, argile, sable, limon, en sachant que les argiles imprègnent davantage leur sale caractère, on pourrait dire, leur défaut à un sol. Donc un sol a encore un tempérament très fortement argileux alors qu'il n'a que 50% d'argile. Ouais. Donc c'est un sol qui aurait, on va dire, environ 30% d'argile, 30% de limon, 40% de sable, Donc quelque chose environ comme un ça. tiers, un tiers, un tiers, c'est Environ un bien. tiers, un tiers, un tiers. C'est un sol aussi riche en matière organique, puisque donc la granulométrie, la quantification du taux d'argile, sable, limon dans un sol ne tient pas compte de la matière organique, qui est donc la partie non minérale rajoutée par le vivant. Mhm. Et donc plus un sol a de la matière organique, plus il a des qualités de sol. C'est un sol qui n'est pas hydromorphe, qui est bien exposé, Voilà. etc., Alors pour etc. définir un petit peu, le sable, tout le monde sait ce que c'est. L'argile, tout le monde voit à peu près. Le limon, on va dire, c'est du sable très fin. C'est des micas, des feldspaths très très fins, une granulométrie très fine. Voilà, c'est à la fois, tu l'évoques justement, c'est une question de taille, mais c'est aussi une question de composition minéralogique. On va vers ces minéraux plus friables, donc beaucoup plus riches en éléments minéraux que ne va l'être le sable, en tout cas le sable siliceux, ce qu'on Voilà. appelle le sable de bord de mer, Voilà, le hein, qui est silice, le quartz, de des choses comme ça. quartz, qui Voilà. est du quartz, qui est du verre pilé, arrondi, Qui lui qui n'apporte rien en termes de n'apporte nutriments. rien. SiO2, sa formule chimique, rien d'utile pour les plantes, ou pas La seule chose grand-chose. qu'il peut apporter, c'est la porosité, c'est-à-dire plus il va être grossier, plus l'eau va pouvoir circuler à travers le sable, et plus il va être fin, et plus elle va être Voilà, alors là tu me branches sur mon thème favori, sur ton dada. sur mon dada, qui est que rien n'est parfait, mais tout avantage est un inconvénient. Le Voilà. sable ont un énorme avantage et c'est pour ça que beaucoup de terroirs horticoles sont sur terre sableuse, Mhm. c'est fastoche. Voilà. C'est D'ailleurs, une moi, terre qu'on peut. je connais quelques pros qui me disent un sol sableux, on peut toujours s'en sortir, un sol très argileux, c'est plus compliqué. Absolument. Donc, notamment par rapport au fait qu'il n'est jamais lourd, notamment par rapport au fait qu'il se réchauffe très très vite. Il y a beaucoup de vide. En fait, si tu prends 1 litre de sable, il y a beaucoup d'espace entre Mhm. ces grains. Si tu prends 1 litre d'argile, d'ailleurs tu le sens au poids, Ouais. il est beaucoup plus lourd. Donc, c'est un sol qui va se réchauffer beaucoup plus difficilement s'il est argileux, beaucoup plus facilement s'il est sableux. Voilà. Et puis un sol Donc il a simple. des qualités incroyables, mais une pauvreté affligeante, quoi, et une incapacité presque, on pourrait dire, maladive à retenir suffisamment d'eau. Voilà. Avec les temps qu'on court, les sécheresses, etc., c'est évidemment deux handicaps extrêmement lourds. Voilà. Alors l'autre inconvénient de l'argile, c'est qu'il y a une période de l'année, toute la période pluvieuse, on va dire de novembre à mars, où c'est carrément, on peut plus accéder au potager, quoi. Voilà, donc C'est la gadoue totale. Et, c'est alors que sur mon sol sableux, par exemple, moi je peux le 31 décembre aller danser sur mon sable, il n'y a aucun souci. Même voilà. après 15 jours de pluie, le lendemain,
Voilà. C'est un avantage et un inconvénient, c'est toujours pareil. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut essayer de reconnaître son type de sol par rapport à des plantes bio-indicatrices? Alors, à condition, je dirais bien sûr, mais à quand même à une ou deux nuances par rapport à ce que j'entends, je lis très souvent. Une plante indicatrice à un endroit ne vous dit rien. Oui, c'est pas parce qu'on Ah, voit une fourgère que c'est acide. voilà, ça peut être une fougère qui est arrivée là par hasard. Première chose à comprendre, c'est que ce sont des préférences. Les plantes ont des préférences, donc elles vont Sur aller. des groupes d'espèces surtout. Voilà, alors c'est déjà un ensemble une composition floristique qui aura une préférence pour un sol acide, pour un sol Alors calcaire. rapidement pour donner deux trois pistes, moi par exemple qui suis sur un sol acide sablonneux, j'ai de la fougère, j'ai des ajoncs, des genêts, des bruyères, donc tout ça on peut dire si on a cet ensemble, cette petite famille d'espèces, Voilà. on sait qu'on est sur le sableux Voilà. acide. Si tu l'as en particulier sur des espaces qui n'ont pas été trop perturbés par l'homme, bord de chemin, friches, etc. Donc là, tu es à peu près certain que c'est dominant, quoi. Voilà. Tu vois une si on a de la prêle, c'est sableux aussi. Sableux, plutôt humide. Si on a des orties, c'est plutôt un sol riche. Sol riche, riche en fer, riche en nitrate. Pour avoir des orties, il suffit de pisser de façon consistante au même endroit, on aura des orties. Voilà, donc c'est deux, trois pistes. On ne va pas faire tout un sujet sur les plantes bioéducatrices, mais il y a des titres comme ça, des espèces qui permettent d'avoir une petite idée. Alors maintenant, on va voir comment améliorer son sol. J'ai un sol très, très argileux. Je pense par exemple à Olivier, le fameux Olivier du potager d'Olivier, qui a un sol très argileux. Qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer? Je sais qu'il met beaucoup de matière organique, par exemple. Est-ce que c'est une solution pour améliorer? C'est la solution la plus simple. Alors, je sais qu'Olivier essaye de modifier son sol par des apports consistants de sable, etc. Donc il est jeune, il a de la force, il est courageux. Il est courageux, ça lui économise la salle de gym. Bonjour Olivier. ça lui économise la salle de gym qui lui coûterait une fortune. Ceci dit, dans mon livre, j'ai fait un petit calcul. Si on a un sol très très argileux, qu'on voudrait transformer en cette fameuse terre idéale, cette terre franche dont on rêve tous, sur 100 mètres carrés, c'est de l'ordre de 12 à 15 tonnes de sable qu'il faudrait arbitrer. Un des gros défauts... Un gros camion. Voilà. Alors on peut petit à petit, je ne sais pas quel âge... On peut se faire de l'amélioration localisée, c'est-à-dire peut-être améliorer au niveau de là où on plante ses... Donc, parce que par exemple, pas la peine d'améliorer ses allées. Voilà, je ne dis pas que ça ne va pas dans le bon sens. Je dis que l'effort est considérable. C'est un effort que moi, en tant que paresseux, je ne fais pas. Je préfère prendre l'autre voie qui est donc de stimuler la vie du sol et notamment en sol argileux, normalement, en les nourrissant bien, devraient s'installer des cohortes de vers anéciques. En sol sableux, souvent, ils n'aiment pas, c'est plus compliqué, ils n'aiment pas l'acidité et ils n'aiment pas le fait, en fait, dans les sols sableux, c'est tout con, leur calorie s'écroule et donc ils finissent par, ils se découragent. Si toi, on te casse ta baraque tous les 3 mois, tu arrêtes de construire la baraque. Donc argileux, on a dit matière organique et éventuellement sable un peu grossier, pas du sable trop fin. Oui, donc sable grossier et donc de façon consistante. On a tendance à réduire son potager à 15-20 cm superficiel. Alors, on peut cultiver des légumes dans ce que j'appelle un bac, quoi. Ça marche. En même temps, c'est compliqué d'améliorer son sol sur 1 mètre de hauteur. Voilà. C'est là que effectivement l'effort devient plus consistant. C'est là qu'on a besoin de l'accompagnement par des vers de terre. Et c'est là que jardiner est aussi un peu une question de patience. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Cultiver la patience. Parce que malheureusement, beaucoup de jardiniers sont je veux dire, c'est des consommateurs, quoi. Ils décident, ils ont un terrain de merde, ils décident, je veux avoir des légumes comme André ou comme Didier, et ils pensent qu'en s'y prenant là le 11 novembre, ça va être fini en février. Ben non, mais attends, ça c'est pas le vivant. Non, le vivant a 300 millions d'années, il faut se situer dans un espace-temps, et donc améliorer un sol, pour moi, c'est 10, 15 ans, on travaille pour ses enfants, sur ses petits-enfants. De même qu'on détruit actuellement des sols qui sont les sols de nos petits-enfants et de nos enfants. Quand on ne fait pas
ce qu'il faut quand on travaille comme un abruti, Ah oui, quand on met des pesticides, etc., etc. Quand on pense que maintenir un sol nu, c'est quelque chose de génial, putain, mon jardin, il est propre, quoi. et tout beau. La misère, tout le monde est en train de crever. Bon, mais alors pour donner des indications quand même, si on veut essayer d'améliorer un peu son sol, on va dire que la majorité des plantes, sur 30-40 cm, elles arrivent à se développer correctement. Donc on peut essayer d'améliorer les 30-40 cm pour essayer d'arriver à quelque chose quand même. Donc, tu installes, on va dire, un bon casse-croûte, Ouais. mais il faut quand même savoir que la plante va essayer d'aller chercher beaucoup plus loin, notamment par rapport à travers quelque chose qui ne se voit pas, qui sont les mycorhizes. Donc en fait, quand on arrache une plante, on se fait tous totalement avoir. Ouais, on On voit a un le petit gros des parasitaire. racines et tu arraches le gros pied de tomate là-bas, tu as l'impression qu'il a tout fait dans 30 cm. En Ouais. fait, il avait au bout de ces grosses racines qui sont restées quand on a arraché, il y avait ifs. des petites racines. Au bout de ces petites racines, il y avait le réseau de filaments de champignons mycorhiziens et que tout ça, ça peut être de 3 mètres. Alors pour certains éléments, le phosphore par exemple, il est planqué dans mon sol, y compris en profondeur. L'eau, quand il fait la sécheresse, est très très loin. Pour d'autres éléments, ils sont peut-être en surface. Donc par Donc il y a exemple, le paracinaire visible et puis le paracinaire invisible. absolument. Et il faut penser à l'invisible, un potager comme ça, l'essentiel est invisible. Les bactéries ne se voient pas, les champignons ne se voient pas, les mycorhizes ne se voient pas. Alors on a dit on améliore les sols argileux avec beaucoup de matière organique, beaucoup de sable grossier. Alors maintenant, si comme moi on a un sable très sablonneux, les solutions c'est peut-être d'apporter de la bonne argile. Alors moi je pense Ouais, à apporter de la bentonite par exemple, qui est ouais, une bonne argile. oui. De la matière organique évidemment, parce qu'il en faut, la bentonite ça sert à conserver l'eau. La matière organique ça va permettre d'amener des nutriments. Quoi d'autre? Est-ce que quand tu vois l'amélioration des sols très sablonneux? Bah donc là, tu vas, en apportant des matières organiques fraîches en surface, tu vas en fait mettre ton sol sous une espèce de perfusion naturelle qui est Des la nutriments. minéralisation. Dans ton sol, s'il est réellement totalement sableux, tout cela va à chaque pluie descendre et le système racine mycorhize va récupérer et donc en fait tu produis en surface de ton sol la solution nutritive qui va alimenter Finalement c'est une perfusion d'engrais naturel. voilà, issus dans mon cas de Alors, foin. Si j'avais du sable et j'ai des retours donc de gens qui ont des terrains sableux comme le tien qui sont, pardonnez-moi l'expression, hein, sur le cul. bon, eh ben, très bien. Donc Alors, il y a aussi une chose que je vais tester l'année prochaine, c'est le biochar, le charbon, parce qu'on on dit que le charbon ouais, pourra avoir une capacité d'éponge, retenir les nutriments, l'eau dans le sol, parce que mettre de la matière organique dans le sol, on sait que c'est pas bon, puisque la matière organique ne peut pas se décomposer si elle n'a pas assez d'air. Alors qu'en mettant des petits bouts de charbon, des petits bouts de 2 mm, même du charbon de bois, quand on fait un barbecue, sage-piner ou ce qu'on veut, récupérer des petits bouts de charbon de 2 mm et en mettre une petite quantité dans le sol, ça permettrait d'avoir des micro-éponges qui retiendraient les nutriments et l'eau. absolument. Ben, le charbon est connu par exemple dans le traitement d'acidité des estomacs, etc. Et puis c'est du carbone. Et donc, alors c'est un carbone qui n'est pas utilisable, c'est pas le même carbone quand tu dis rapport C sur N, c'est C'est là pas que un c'est le carbone piège. directement, d'accord. Ah oui, parce que donc, quand tu dis rapport C sur N, en C'est fait, du carbone utilisable. tu vois de la cellulose, Ouais, qui sont C6H12O6, c'est-à-dire des molécules organiques que le ouais. vivant s'est décomposé. Un charbon, dans le Alors que temps, le charbon, il va pas bouger dans le sol, il va il rester. va, il va rester assez longtemps. Enfin, il bouge sur une échelle qui n'est pas l'échelle humaine, Voilà. quoi, hein. C'est pour ça que, par exemple, Donc on va avoir des éponges permanentes dans son sol pendant des années. voilà, voilà. Donc c'est en fait plus la capacité absorbante, Avec un D, oui. avec un D, absorbante de ce charbon qui est extrêmement intéressante. Il y a aussi, comme c'était du bois, donc il reste le squelette de ces fibres de bois D'où le et stockage d'eau qui et sont tout des ça. microtubules dans lesquels peut même se réfugier une partie de l'activité biologique. Donc c'est un habitat pour des organismes, des micro-organismes du sol et une activité tout simplement de surfacique, de rétention d'un certain Voilà, nombre c'est pour ça qu'il faut d'éléments. mettre des petits bouts de charbon, parce que si on met un gros Voilà, bout de charbon, on a une petite absolument. surface Bois, du bout avoir de charbon. une poudre. Hein, Voilà, des particules fines qui vont augmenter la surface le d'absorption. le seul inconvénient du biochar, c'est qu'à grande échelle, il faudrait Ah oui, on ne parle pas de grande culture, là on parle de potager, j'ai 100 mètres carrés. voilà, je peux, carboniser des quantités considérables de bois, ce qui serait dommage parce que par ailleurs, ce bois, c'est de l'énergie, quoi. absolument. On a vu trop argileux, trop sablonneux. Maintenant, si on a un sol trop acide ou trop basique. Alors, trop acide, on parle souvent de mettre de la chaux. Oui,
Alors, effectivement, une première chose, beaucoup de jardiniers sont effrayés à l'idée de pH, acidité, etc. Parce que ça fait chimie. Ça rappelle leur cours de chimie Ouais. au collège. Euh, il n'est pas normal de faire souffrir ces organismes, ceux qui font le boulot à notre place dans notre potager. Alors, les faire Donc, souffrir, c'est les... un sol acide, par exemple, Ils sont pas à l'aise. ils sont pas à l'aise. Je t'ai fait manger un roll mops. C'est Ouais. quoi ce roll mops? C'est un filet de hareng qui n'a pas été cuit, qu'on conserve dans du vinaigre. C'est bien la preuve C'est vivante le vinaigre qu'il a cuit. qu'il a cuit et surtout qui empêche champignons et bactéries. Mon filet de hareng, il n'était pas pourri. Ouais, Tu l'as mangé, il était était très bon. Hein? Venez manger chez Didier, c'est super bon. Ben oui. Et donc c'est la preuve vivante que cette acidité, qui n'est pas si considérable que ça ne t'a pas arraché la gueule. Ouais, c'est le principe de la lactofermentation aussi. C'est le principe de la lactofermentation, la choucroute, etc. Et donc un sol trop acide Bloque inhibe la- essentiellement les bactéries. Les champignons s'accommodent un peu plus. Donc si les bactéries ne vivent pas, elles ne font pas d'excréments. Si elles font d'excréments, pas de nutriments pour les plantes. Et c'est QFD. Et pas de minéralisation ou minéralisation ralentie. Donc on a des sols qui tournent une couleur noire sombre. Tu as peut-être vu ça. Alors les gens sont persuadés que c'est quelque chose de très positif. Non, les bonnes substances humiques sont grises et brunes, celles que tu as vues quand on a creusé Ouais. là. Hein. Et quand c'est noir, c'est en fait le signe que le processus d'humification prend un chemin vers des substances noirâtres de type humine qui ne sont pas, on va dire, les meilleures des substances Et pourtant, humides du si on sol. prend un bon fumier, il est bien noir, souvent. Il est marron, alors, Marron foncé. parce qu'il a aussi chauffé, le fumier n'est pas pour moi du tout D'accord. le nec plus ultra. Voilà, on a dit que c'était pas bien d'avoir un sol acide, mais si on a un sol acide et qu'on veut le corriger, on fait quoi? Donc effectivement, alors première chose, j'ai des données qui sont stupéfiantes. Mon sol ici en bas, Ah oui, tu as fait des analyses. celui qu'on a vu, j'ai fait des analyses l'an D'un dernier. gros des analyses, il faut peut-être dire que quand on démarre un potager, c'est pas mal. Si on a, c'est un budget, c'est 70 €, je crois, une analyse. Oui, une centaine d'euros. C'est pas mal si on a des doutes de faire une analyse dans les laboratoires. On trouve ça sur internet. Et Très- pour savoir quel est son type de sol. Très franchement, et je l'ai marqué dans mon livre, hein, ne pas faire une analyse du sol est pour moi une grosse bêtise. Je n'arrête pas de recevoir des mails qui, dans ma tête, sont des conneries. Le mec, Bah, non, mais mon tout- sol non, est mais ceci, tout mon dépend, sol parce est... qu'il y a aussi des gens qui démarrent un potager qui ont 4 mètres carrés. Non. Bon, Non, faut je pas, parle, on va pas je se lancer dans des frais de 70 € d'analyse pour aller faire un bac potager de 4 Non, mètres non, carrés. je parle de quelqu'un qui veut se lancer Voilà. dans Une un fois qu'on a envie potager, de vraiment de lancer un potager important, ça vaut le coup. familial qui joue un rôle significatif dans l'approvisionnement Voilà. de Comme légumes. toi, il y a 900 Alors- mètres carrés de potager, on peut faire une analyse. Non, de sol. mais 200 mètres carrés, Ouais. pour moi, 200 mètres carrés, je ne jardinerai pas dans 200 mètres carrés Sans avoir avoir un peu mieux, parce que sinon on fait n'importe quoi. Non, On fait sait pas, n'importe on quoi. travaille à l'aveugle, quoi. Surtout, on se persuade de choses qui sont archi Alors fausses, que y les compris analyses- moi. Les analyses, Y c'est- compris moi. Et donc, on était sur le pH. En bas, la prairie telle qu'elle est, Je 5,94. vais montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà ça donne ça. Alors, tout un tas d'éléments D'éléments. bien décrits. Alors, si on y est, on va quand même dire un mot de plus. Donc, au bout de 3 ans, ce 5,94, qui est donc acide, pas dramatiquement acide, mais clairement acide, devient 6,50. Donc, on a un pH qui est remonté, donc Qui est- les bactéries vont mieux. Qui est ce qu'on considère comme un bon pH, presque 6,5, idéal. c'est bien, ouais. Et au bout de 6,73. 6 ou 7 ans, on est à 6,73. Bon, alors, Qu'est-ce en que fait, j'ai fait entre ces 3 trucs? Eh ben, du foin. du foin. Et le du foin, foin, dans du foin, il y a du Il y calcium. a du Et dans calcium. le calcium, Et donc remonte ça le se pH. corrige tout seul. Bon, alors, Alors- on va essayer de pas faire une vidéo à la Didier pour ne pas faire 2 plombes, donc on va pas rentrer dans les détails. Donc, pour améliorer un sol trop acide, on essaie d'apporter du calcium, soit avec du foin, avec son taux de calcium, soit avec de la chaux, mais il faut faire gaffe parce que on peut vite Ouais. faire des bêtises avec la chaux. Les cendres, Des cendres avec pas mal de calcium aussi. qui, attention aussi, 40% de CaO, donc Ouais. une cendre est quelque Faut faire chose gaffe de aussi. puissant. Hein, donc il y a les mollo-mollo. Si on a un sol trop basique, trop calcaire. Alors, le calcaire, trop calcique, trop riche en calcium, Ouais. parce que là on parle de l'ion calcium qui n'est Ouais. pas le calcaire, CaCO3. D'accord. Donc un sol calcaire peut de façon bizarre ne pas être nécessairement très très alcalin. Ah, d'accord. Oui, parce que le calcium, l'ion calcium, migre un peu dans le sol et donc on peut avoir des cailloux calcaires, du calcium sur le pourtour
et un sol qui sera peut-être à 7,5, qui n'est pas du tout un problème. Bon, avant On va se faire prenne avoir. la pluie, donc si on a un sol trop calcaire, on fait un Donc, poudre de calcium. alors, le seul traitement significatif, c'est le soufre, mais en quantité assez importante. Le soufre, donc, sous l'effet de la pluie et de l'oxygène de l'air, devient un sulfate. Sulfate est l'ion de l'acide sulfurique et donc acidifie le sol, tout en étant un élément extrêmement utile pour les plantes, peut-être un des éléments les plus négligés dans notre approche agronomique et que je n'ai pas dans mon analyse basique et je le regrette. Dernière chose avant qu'on prenne trop oui, là, alors on est heureux parce qu'on est des jardiniers, il pleut, je l'ai attendu, mais enfin c'est en train de noyer dans nos papiers. Dernière chose, une fois qu'on a un bon sol, qu'on veut le conserver, moi j'ai noté évidemment ne pas marcher dessus parce que souvent les gens ont tendance à marcher sur leurs planches. Hein, si on marche sur les plantes, on écrase tout, on fait du mal à tout le monde, aux bactéries, aux champignons, donc ne pas marcher dessus. Ne pas laisser sécher, il faut toujours maintenir un sol humide, donc notamment avec le paillage. Oui, tout à fait. Et voilà, tu vois d'autres choses pour essayer de conserver un bon sol? Et ben donc et le nourrir bien sûr, hein, et nourrir les organismes avec un paillage fait de matière fraîche et équilibré. Et on va se ranger parce que on va terminer aujourd'hui. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide d'amélioration des sols. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande évidemment Réussir son potager du paresseux aux éditions Tana. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Didier dans la description juste en dessous. Je vous mettrai le lien si vous voulez acheter le bouquin directement dans la description juste en dessous. Et puis Didier, encore mille merci pour ces 2 jours passés. C'était un plaisir parce que donc rencontrer des gens qui ont une expérience, et alors je fais beaucoup de visites grand public, mais j'ai rarement des interrogations pointues qui m'obligent à réfléchir. Et sur l'un ou l'autre point, ces 2 derniers jours, tu m'as contredit et blam blam, donc ça tourne dans ma tête. Bon, et je vais trouver des solutions et sans doute m'améliorer encore. Et ben c'est super, on va rester en contact et puis on va essayer de faire en sorte que tout ça aille pour le mieux. Un grand merci Didier et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.